L'invité de Smart Impact, c'est Tristan Rodriguez. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le vice-président du groupe Kramer qui faisait partie des 124 entreprises choisies pour participer à la grande exposition du Made in France qui était organisée à l'Élysée. C'était au mois de juillet dernier. Bravo. Merci. C'était quoi, une forme de consécration? Vous l'avez ressenti comme ça? Tout à fait, de valorisation aussi de savoir-faire de la part de savoir-faire de nos équipes, puisque, comment dirais-je, on a un savoir-faire qui est assez large sur la robinetterie et la céramique. Et le fait d'avoir été sélectionné par la présidence de la République pour ce bel événement, c'était effectivement une source de, une forme de consécration pour nous. Quel produit vous avez exposé quand on se dit on est à l'Élysée, c'est la première, peut-être la dernière fois? Qu'est-ce que vous avez décidé de montrer? Écoutez, vous aviez de tout, de la boîte de sardines jusqu'au vélo, en passant par le bateau, beaucoup de choses, beaucoup de savoir-faire. Tout ce qu'on produit en France. Tout à fait. Nous, on a présenté effectivement donc un ensemble de robinetterie et de céramique qui valorise nos savoir-faire dans cette industrie. Produire en France, c'est le thème principal, on va dire, de cette interview. En quoi c'est un défi aujourd'hui? Un défi, puisque, un défi qui ne date pas d'hier, puisque ça fait depuis les années 70 qu'on subit une sorte de cycle de désindustrialisation de la France. C'est quand même plus de 2,5 millions d'emplois qui ont été supprimés depuis les années 70. Et, les entreprises françaises que nous représentons n'ont pas attendu le Covid, si vous voulez, pour produire en France et essayer d'innover, pour essayer d'être le plus compétitif sur nos marchés. Mais une entreprise comme la vôtre, elle pourrait produire plus loin, beaucoup plus loin? Ça lui coûterait beaucoup moins cher? Bien sûr, on peut avoir cette logique-là. Il est impossible de se passer de production, par exemple, asiatique à 100%, mais on essaye au maximum de fabriquer en France, et c'est ce qu'on prouve au quotidien, qu'on peut fabriquer en France et être productif en France, et surtout compétitif. Pour un groupe comme le vôtre, Kramer, ce qui vient de, justement, comme vous dites, il y a certains produits qu'on ne peut pas produire en France, c'est ça? Bien sûr, ne serait-ce que par le problème de prix, en fait, si vous voulez, puisque la tarification en vigueur sur nos marchés ne peut pas faire du 100% made in France, mais on Vous êtes à quel pourcentage aujourd'hui? Aujourd'hui, on affirme du 90 et plus aujourd'hui. C'est notre fierté et justement d'être compétitif sur nos marchés avec ce taux-là. Tout à fait. Réindustrialisation, c'est vraiment l'objectif affiché depuis plusieurs années et accéléré, on va dire, après à la fois la crise Covid et la guerre en Ukraine, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Avec évidemment une importance du soutien de l'État, du soutien des collectivités locales. Ça passe par quoi pour vous? Bien sûr. Des subventions, des aides à l'investissement, des réglementations simplifiées? Qu'est-ce qui vous semble important? Je pense que ce qui est le plus important dans le sujet de la réindustrialisation de la France, c'est vraiment partir des territoires. Qu'est-ce que c'est? C'est que nos entreprises françaises doivent tisser un lien, un maillage industriel et économique autour de leur savoir-faire. Je dis souvent que les sociétés doivent sortir un petit peu de leur mur et puis aller tisser des liens politiques avec les organismes économiques du secteur, de leur territoire, et ensuite de créer des écosystèmes au niveau national qui permettent justement de connecter l'ensemble de ces écosystèmes et de ces entreprises pour essayer justement d'avoir un maillage le plus fin possible sur la France. Alors, si on parle, donc vous dites le plus important, c'est l'enjeu territorial. Donc, on va prendre votre exemple. Vous êtes basé où et quel lien vous avez tissé justement dans le territoire? Bien sûr. Alors nous, le groupe Kramer, on est sur une part grand est de la France, puisqu'on est on a deux marques aujourd'hui qui sont Kramer et Aurus, renforcées par 3 sites de production, que un est dans la Meuse, notre site historique, un deuxième à Aubernais qui représente notre marque Aurus, qui est labellisée entreprise du patrimoine vivant, d'ailleurs qui a été une des sociétés sélectionnées pour participer à l'événement de l'Élysée, et la troisième qui est l'usine historique, ex-usine historique de Jacob de Lafont, que nous avons sauvé justement de la fermeture il y a peu, depuis 2021. Exactement, donc on est présent vraiment sur la partie céramique. Grand Est, alors ça veut dire quoi concrètement? La région, les départements vous aident? Vous voyez, quand vous dites on doit tisser un écosystème, ça passe par quoi? Je vais vous donner un exemple concret. Je vous dis en préambule, juste avant qu'on a sauvé une société qui était menacée de fermeture, qui est l'ex-usine, le site historique de Jacob de Lafont dans le Jura, et on a prouvé que, bien sûr, on était porteur d'un projet. Donc cette usine, pour la petite histoire, fabrique de la céramique sanitaire, un savoir-faire ancestral qui date de 1899 tout de même. Donc il y a plus de 5 générations sur site. Bon, voilà où on a posé le contexte. Et qu'est-ce qu'on a réussi à faire? C'est qu'on a été porteur d'un projet pour sauver cette entreprise et puis lui permettre d'évoluer encore dans le marché. On a pu à la fois renforcer nos liens avec la région, puisque la région nous a
aidé. On a prouvé qu'on a pu mettre autour de la table la région, les pouvoirs donc publics, politiques, les syndicats, la CFE-CGC, en la personne de François Oméril, que je salue, jusqu'au plus haut sommet de l'État, puisqu'on a informé, en fait, les salariés avaient informé de la fermeture, à l'époque, le Premier ministre de l'époque était Jean Castex, et jusqu'au président de la République. Donc, pour montrer qu'il est possible, en partant des territoires, de mettre tout le monde autour de la table pour pouvoir justement formaliser des projets industriels. Qu'est-ce qui vous manque encore pour lutter à armes égales contre des concurrents étrangers ? Je pense que c'est de prendre conscience aussi au niveau environnemental. Alors la RSE est un superbe sujet, on parle de FDES aussi, qui permettent aussi d'avoir un passeport écologique de nos produits et de les mettre, on va dire, face à la concurrence étrangère, où effectivement il y a de la concurrence. Il y a moins d'exigences en la matière. Il y a beaucoup moins d'exigences, et pour avoir visité des usines pas très loin de l'Europe, je peux vous assurer qu'il y a certains salariés qui travaillent en tongs, qui ont des conditions de travail très, très compliquées, des salaires très bas, et en fait l'idée c'est de pouvoir prendre conscience de ça, d'avoir beaucoup de transparence sur les produits et de permettre justement au client final de faire son propre choix. En fait. Est-ce qu'on peut lier les deux ? C'est-à-dire, je disais réindustrialisation, décarbonation. La réindustrialisation, c'est un levier de RSE aussi ? Bien sûr. Alors c'est sûr que si on se dit on veut la même industrie que dans les années 70, c'est perdu d'avance. Bah oui, si on construit une nouvelle usine, c'est pas pour les faire pareil. C'est très compliqué, mais au contraire, je pense que les sociétés françaises, et on a la chance d'en représenter sur le marché sanitaire et sur le marché de la céramique et robinetterie, on est capable de prouver qu'il est également possible de proposer des produits à faible émission de carbone et avec des solutions toujours plus innovantes en termes de fabrication pour pouvoir justement... On peut donner des exemples. Comment vous avez fait améliorer le bilan carbone de vos entreprises, de votre groupe ? Écoutez, ça passe déjà par le processus de fabrication, dans l'éco-responsabilité même du produit et l'éco-conception de nos produits. Faut savoir que, par exemple, je donne l'exemple de la jurassienne de céramique, donc, où nous fabriquons notre céramique. Faut savoir que tous les produits sont, par exemple, quand nous faisons nos moules en plâtre, les moules en plâtre sont récupérés après utilisation au bout de X utilisations. On est capable de récupérer également les rebuts, remettre ce rebut justement dans la matière première qui nous permet de construire, de reproposer des produits neufs à nos clients. Donc vous avez mis de la circularité dans l'économie circulaire, c'est ça. Et jusqu'à, même sur de la robinetterie, on accompagne tout le processus, tout le processus de fabrication et la vie du produit jusqu'à remettre en état des produits qui ont 10 ans d'existence et qui sont sur le marché, qu'on arrive à remettre en état avec les pièces détachées, du traitement de surface, etc. On lit souvent des engagements zéro plastique aussi. Alors, oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous êtes aussi dans cet engagement-là, mais qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise comme la vôtre ? Le zéro plastique, c'est une composante, si vous voulez, une toute petite composante de notre action RSE, mais effectivement, on essaye de réduire au maximum notre émission carbone, puisqu'on a fait... C'est quoi, sur les emballages, par exemple ? Les emballages de pièces détachées, effectivement, et effectivement, même le packaging, aujourd'hui, a son rôle à jouer en termes d'éco-responsabilité. Tout à fait. Quand on parle d'éco-conception des produits, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les nouveaux produits que vous sortez, ils passent forcément par ce crible-là, par ce tamis-là ? Bien sûr, et puis vous avez aussi l'aspect normatif qui est extrêmement important. Je vous parlais tout à l'heure des FDES, qui est le passeport environnemental du produit que nous mettons à disposition, et c'est une transparence. Si vous voulez, toute cette démarche doit reposer sur la transparence et sur le parcours et le cycle de vie justement du produit dans sa globalité. Vous travaillez aussi sur la logistique, la chaîne d'approvisionnement ? Bien sûr, tout à fait. Alors comment vous avez amélioré le bilan carbone de cette déjà, sur la partie céramique, on est totalement autonome, c'est-à-dire qu'on reçoit notre kaolin, notre feldspath et nos matières premières, et tout est réalisé sur site. Donc on recherche l'autonomie totale sur nos sites de production, ça c'est un premier point. Bien sûr, nos sous-traitants sont forcément au minimum européenne, c'est-à-dire qu'on essaie bien sûr d'être en France, mais on a aussi l'industrie qu'on mérite, et on est obligé parfois d'aller en Italie, en Espagne, au Portugal, pour pouvoir continuer à proposer certains produits spécifiques. Donc voilà, aujourd'hui, le groupe affiche un bilan carbone de moins de 10 000 tonnes de CO2 au niveau global, en fait, c'est moins de 10 000 tonnes de CO2 émises par... Et ça veut dire que ça, vous l'avez... nettement amélioré depuis, alors je ne sais pas si vous aviez une année de référence, mais
cet empilement là d'actions de décarbonation, vous étiez à quoi, 15 000 par an, 20 000 par an? Écoutez, en 2021, depuis 2021, on a baissé notre émission de CO2 de 2000 tonnes de CO2 par an. Donc c'est en moyenne de 2000 tonnes de CO2 par an. On essaye bien sûr d'arriver à la neutralité carbone avec un maximum d'énergie, et nos salariés, nos employés qui ont un savoir-faire extraordinaire et qui sont des techniciens hors pair justement pour étudier ces questions. Merci beaucoup Tristan Rodriguez. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. Les entreprises s'engagent.